Place à l'entretien de la matinale avec vous, Ilona Youssoufa, bonjour. Bonjour Kamar et bonjour à tous. Et ce matin, vous recevez Mahmoud Aziari. Oui, Mahmoud Aziari, économiste du développement, bonjour. Bonjour Ilona. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors en ce moment, l'actualité, c'est ce budget qui fait beaucoup parler. Les débats en tout cas, ils se poursuivent. Ce qui a été examiné en début de semaine, c'est en commission des affaires économiques et des lois. Donc c'était sur le volet plutôt outre-mer. On le rappelle que il y a une coupe qui ne ravit pas autant les élus ultramarins et ce budget, vous aussi, vous l'avez dit en tout cas sur nos ondes, ce budget n'est pas très bon pour Mayotte. Expliquez-nous pourquoi. Alors, en général, déjà, ce budget n'est pas bon pour les Outre-mer. Il n'est pas bon pour les Outre-mer parce qu'il y a eu des coupes drastiques. D'abord, le budget Outre-mer, ces 10 dernières années, a toujours augmenté. Il est passé à peu près de 2,30 milliards à peu près à près de 3 milliards. Puis là, pour la première fois depuis plusieurs années, il redescend. Donc de près de 800 millions. Voilà, il me semble qu'il est à 2 milliards 827 millions. Donc il redescend et c'est la première fois, quand on voit la courbe, on voit bien que ça monte et puis après ça redescend. Et tout ça, ça montait justement parce qu'il était question que les Outre-mer fassent un rattrapage par rapport à l'Hexagone. Et ça, c'est depuis les lois sur la vie chère, les lois sur l'égalité réelle, etc. Et là, on dit, OK, on redescend parce qu'il faut que les Outre-mer participent à l'effort global pour réduire la dette de la France. Mais on ne peut pas demander à des gens qui sont déjà très très bas d'aller réduire une dette due parfois à des dépenses de gens qui sont plutôt aisés. Ça, c'est ça. Et puis pour l'Outre-mer, dans son ensemble, il y a les lois d'aide fiscale à l'investissement productif, sur lesquelles il y a des coupes, mais drastiques. Moi, je travaille sur ce sujet et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais avec ça, à Mayotte, on ne va pas s'en sortir. Et il y a aussi les fameuses exonérations LODEOM, dont Mayotte ne profitait pas. Oui, ça, c'est tous les départements. Et depuis qu'on a demandé à avoir un SMIC qui soit pareil au SMIC de l'Hexagone et des autres Outre-mer, là, on prévoyait que la LODEOM arrive, et au moment où on attend que la LODEOM arrive... Peut-être LODEOM, parce que peut-être tous les auditeurs ne savent pas ce que c'est, on va le rappeler, la loi pour l'ouverture et le développement économique de l'Outre-mer. En fait, c'est une loi à plusieurs volets qui date d'assez longtemps, mais il se trouve que cette loi-là, notamment son volet exonération des charges patronales, n'a jamais été appliquée à Mayotte, cette partie-là. Et le plus marrant, c'est que chaque fois, encore une fois, on a été infantilisé dans cette affaire-là. Cette exonération LODEOM, donc grâce à laquelle beaucoup d'entreprises en Outre-mer peuvent s'en sortir, peuvent se développer, avoir de la croissance, embaucher. Sans ça, tous les calculs qui ont été faits, on voit bien qu'aucune entreprise en Outre-mer, il n'y a pas beaucoup d'entreprises en Outre-mer qui s'en seraient sorties. Et là, en 2019, il y avait aussi le CICE, qui est le crédit d'impôt compétitivité entreprise, le CICE, qui a été mis en place aussi partout en Outre-mer. Donc, les Outre-mer avaient les exonérations LODEOM et avaient aussi le CICE. En 2019, dans la loi de finances, je crois la loi de finances pour la sécurité sociale, de financement de la sécurité sociale, on a prévu donc d'intégrer, d'éliminer le CICE dans les autres Outre-mer et d'intégrer et d'améliorer le dispositif de l'exonération LODEOM. Et à ce moment-là, puisque Mayotte n'avait pas l'exonération LODEOM, on a maintenu le CICE pour Mayotte seulement. Et j'étais stupéfait, et encore aujourd'hui je suis stupéfait de voir qu'à Mayotte, tout le monde applaudit en disant bravo, 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 bravo. Le CICE a été enlevé partout en Outre-mer et Mayotte, nous sommes forts, on l'a gardé. Mais en fait, on a gardé un petit quelque chose parce que le grand quelque chose, on ne l'avait pas. Et ici, je ne sais pas que font toutes ces organisations qui sont partout dans les collectivités, les organisations patronales et tout ça, les syndicats et tout ça. Je ne sais pas à quel moment ils prennent l'information, mais là tout le monde a applaudi alors qu'on était mal. C'est maintenant qu'on se rend compte. Mais aujourd'hui, concrètement, si on prend un exemple d'une entreprise, aujourd'hui, ce budget
En quoi, par exemple, c'est une menace voilà, pour une entreprise? Si vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, concret. Ok. Regardons le dispositif des entreprises en général. À Mayotte, il y avait une zone franche qu'on appelle zone franche d'activité nouvelle génération, qui touchait seulement une partie des entreprises, notamment les parties qui étaient éligibles à ce processus, à ce dispositif de défiscalisation. Ces entreprises-là pouvaient bénéficier de cette aide qui les exonérait de 80% de leurs bénéfices, mais pas toutes les entreprises. À Mayotte, notamment, le patronat mahorais s'est bien battu et on a généralisé la zone franche, passant d'abord de cette zone franche d'activité nouvelle génération à quelque chose de global et passant aussi de 80% d'exonération à 100% d'exonération pendant 5 ans. Donc là, vous dites, OK, on crie victoire, on n'a pas besoin d'autre chose. Mais il se trouve qu'à Mayotte, si vous regardez combien d'entreprises font du bénéfice pour bénéficier justement de cette exonération d'impôt sur les bénéfices, en réalité, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a tout un tissu de PME, de très petites entreprises ici qui ne font pas de bénéfices parce que justement noyées sous les charges. Et là, on se dit, c'est une bonne mesure, mais il va bénéficier à très peu, notamment seulement à celles qui font du bénéfice. Et puis, donc maintenant, on parle du CICE, donc le crédit d'impôt compétitivité entreprise. Jusqu'à présent, quand vous avez des salariés qui touchent jusqu'à 2,5 fois le SMIC, les charges vous sont remboursées. Et moi, j'en ai calculé pour certains. C'est pas des sommes énormes. C'est pas des sommes énormes. Pourquoi? Parce que encore une fois, ce sont souvent des petites entreprises qui ont des gens qui sont sous le SMIC ou jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Et là, quand la discussion était venue, je sais que beaucoup de Mahorais, notamment ceux qui conseillent les patrons Mahorais, notamment la FEDOM, avaient plutôt tendance à dire, au lieu d'aller chercher la LODEOM, parce que le gouvernement va faire des difficultés, et puis il y avait déjà des débats sur cette histoire de l'ODEOM dans les Outre-mer. Je crois depuis 2023-2024, ce débat-là avait déjà lieu au Sénat, au Parlement, il y avait des rapports sur ça. Et ils avaient conseillé aux Mahorais... de manière, pour qu'on essaie aussi d'avancer, de manière globale aujourd'hui, quel est l'état vraiment de nos entreprises et de l'économie locale, ici, du coup, même sans parler, si, on va quand même parler voilà, du poste chez nous aujourd'hui, quel est l'état de l'économie locale? Non, l'économie locale, mais ça, pour le coup, tout le monde le sait. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, il y a des promesses non tenues. Par exemple, la reconstruction, il n'y a pas de reconstruction, vous regardez bien. Il n'y a pas de reconstruction. Moi, je connais beaucoup d'entreprises. Je vois aujourd'hui, parce que on nous a dit que 80% des logements de la CIM ont été abîmés. Donc, beaucoup d'entreprises du bâtiment sont en plein dans ces travaux de la CIM. Mais ailleurs, vous n'avez pas grand-chose. Et puis, quand il y a d'autres travaux, souvent, vous avez des entreprises qui viennent d'ailleurs, notamment en masse de La Réunion. Et même quand on a dit qu'on va proposer que 30%, quelque chose comme ça, soit réservé aux entreprises mahoraises, les gens qui regardent ça sur le terrain voient que c'est réservé plutôt aux grandes entreprises mahoraises qui, du coup, sous-traitent aux petites entreprises mahoraises. Quelque chose que j'ai toujours dénoncé dans cette histoire de sous-traitance, à dire que les collectivités doivent faire en sorte tout ce qu'elles peuvent pour donner des marchés aux petites entreprises, aux entreprises moyennes, au lieu de donner des grands marchés à des grandes entreprises qui, elles, vont souvent sous-traiter et à moyen, ils payent un tiers de ce qu'ils touchent. Donc, globalement, de toute façon, si vous regardez le document, à Mayotte, l'entreprise ne crée pas beaucoup de richesse. La grosse richesse, le PIB mahorais, est produit particulièrement par les dépenses des administrations publiques. Il n'y a pas beaucoup de production qui se fait ici, ni agricole, ni industrielle, ni pas grand-chose. Et souvent, ce sont dans les marchés publics, parce que ça, c'est le public qui lance des marchés. Et là, vous avez quand même des entreprises, mais souvent, quand ce sont les grosses entreprises qui les ont, que ce soit mahoraises ou qui viennent d'ailleurs, les petites entreprises mahoraises sont des sous-traitants. Et là, ils font pas beaucoup de bénéfices, ils font pas beaucoup ils n'ont pas de fonds propres, n'arrivent pas à investir. Les banques mahoraises, ça je les dénonce encore tout le temps, toute la partie risk management, la gestion des risques est gérée à La Réunion par des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe à Mayotte, qui ne sont même pas capables de voir c'est quoi vraiment le risk management entre les indicateurs qui sont dans les comptes et la mentalité des gens
qui sont souvent les musulmans qui n'aiment pas être endettés. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ici. Mahmoud Aziari, que faudrait-il faire du coup? Ici, d'abord, il faut vraiment que les élus, les organisations patronales, les organisations syndicales, tous les parlements, les élus locaux, les parlementaires, les élus nationaux, tout le monde ici se mettent un jour autour d'une table et discutent. Franchement, discutent. Pourquoi les banques refusent-elles souvent les demandes de financement des investissements? Pourquoi, par exemple, il y a une structure qui s'appelle... j'oublie son nom, ça va me revenir, mais il y a une structure de l'État et du département qui doit suivre les problèmes de financement des entreprises. Et ces structures ne fonctionnent pas. La Banque publique d'investissement, la BPI, n'a même pas de bureau à Mayotte. Tout ici, rien de ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionne ici. Même les aides à l'investissement. Moi, j'en suis un exemple du département, de l'ADIM. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont déposé leur dossier. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans. Il n'y a pas de réponse. Entre-temps, Chido est arrivé. Ils ont changé de priorité. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que entre les élus, les responsables des syndicats, les sachants, les économistes, les financiers, tout ça, à Mayotte, jamais vous n'entendez parler d'un endroit où tout ce beau monde s'est réuni pour discuter, alors qu'il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait se discuter et voir comment on avance. Et aussi, pour en revenir du coup toujours au budget, je sais que vous avez parcouru donc les 390 pages. Oui. Alors, je vais faire référence notamment à la page donc 21 qui parle de la reconstruction de Mayotte. Sur ce point-là, vous tenez à alerter notamment les élus. Non, mais les élus, encore une fois, mais ça fait longtemps ces histoires-là. Ça, c'est marrant, parce que j'arrive plus à parler avec les élus des Outre-mer qui sont à Paris. Effectivement, avec aussi un Chiabamana, avec Seydou Marouali, on discute beaucoup avec Salama Ramia quand on était là, mais surtout avec les élus, les députés de LFI. Je discute plus facilement avec ces gens-là qu'avec les élus locaux qui eux, je ne sais pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe là, en réalité? Si vous regardez bien, c'est que la région, tant rêvée par les Mahorais, on nous a encore infantilisés, on est toujours collectivité unique, on n'a pas changé. Moi, on s'appelait collectivité unique appelée département, maintenant on s'appelle collectivité unique appelée département-région, mais le budget actuel ne contient pas un centime de plus pour aller financer les activités d'une région. Et si vous regardez bien, de tout temps, ils ont considéré que le financement des investissements de la région, c'était les contrats qui étaient passés, les fameux CCT, contrats de convergence et de transformation. Aujourd'hui, carrément, on a mis le PRD en disant que toute la reconstruction de Mayotte jusqu'en 2031 va être confiée à l'EPRD. Et en réalité, ils ont fait en sorte que la région n'existe pas, sauf qu'il y a des élus qui vont passer de 26 à 52, mais en réalité, la région n'existe pas. La région, c'est l'EPRD, et c'est l'EPRD qui fera ce qu'il veut pour dire qu'il développe Mayotte, probablement sans que les élus ne fassent grand-chose dans cette histoire-là. Et connaissant, moi j'ai dirigé la CIM pendant 10 ans, je connais tous ces processus-là, et sachant comment ça se passe, je suis certain, je suis prêt à parier que d'ici 2031, il n'y aura pas grand-chose qui se fera à Mayotte. Et pour vous, en tant qu'économiste, quand on voit un peu comment la situation allait, cette impasse un peu parlementaire concernant ce budget, aujourd'hui, vous, en tant qu'économiste, c'est mieux que on prend tel quel le budget et on a un budget, ou on ne le prend pas et on est dans une énorme instabilité politique. Oui, parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que même pendant la discussion sur la loi de programmation, quand vous demandez à Manuel Valls, où sont les financements? Est-ce qu'ils seront budgétisés? Non. Sur ce point-là, Naïma Moutou, la ministre des Outre-mer, elle a quand même dit qu'elle va tout faire pour qu'il y ait cette ligne spécifique concernant... Oui, mais la ligne spécifique, on connaît déjà à Mayotte. Il y a la fameuse LBU, ligne budgétaire unique qui finançait le logement social, les aménagements, tout ça, sur une ligne spécifique. Et tous les ministères, effectivement, mettaient cet argent-là dans un budget qui était voté par an. On voyait la ligne budgétaire unique votée dans les budgets. Là, dans le budget qui est en discussion, il n'y a pas de ligne qui est fléchée au Mayotte avec sa refondation. Et Naïma Moutou, autant que Valls avait dit, oui, mais cet argent-là sera dans le contrat de convergence et de transformation, et on ira gratter un peu dans les budgets des ministères pour voir ce qu'on peut avoir. Et Naïma Moutou, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rien d'autre. Hein. Elle dit seulement que si on arrive à créer une ligne budgétaire spécifique, donc ligne budgétaire unique, ligne budgétaire spécifique, si on arrive à créer une ligne budgétaire spécifique, à ce moment-là, moi je le ferai.
Mais qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Puisque le budget en discussion n'a pas cette ligne-là, on verra comment vont aboutir les débats. Mais elle dit, moi, j'irai dans les ministères, je vais voir chaque ministre là, maintenant, pour que cette ligne existe. Mais on a intérêt à ce que cette ligne existe et qu'elle soit gérée directement par le ministère des Outre-mer, mais que la ligne soit identifiée. Aujourd'hui, la ligne n'est pas identifiée. Et encore une fois, quand on dit, OK, finalement, on cherchera l'argent au fur et à mesure que les projets vont avancer, ben, vous voyez déjà l'aéroport, il y a 20 millions d'euros qu'on a mis. Vous voyez l'usine de Salman, donc, mais on va grappiller comme ça par ministère jusqu'à quand? Il faut que la ligne soit clairement identifiée et que la région soit responsable de ce développement de Mayotte, mais que le PRD ne soit qu'un outil, pas le PRD qui dirige le développement de Mayotte. Juste pour en revenir à la dernière question, vous n'avez pas forcément répondu. On va comme ça avec le budget, on a un budget ou on le veut, du coup, pas de budget et du coup, surtout pas de reconstruction l'année prochaine pour Mayotte. Non, mais il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Et n'oubliez pas que dans la loi de fondation, il y a d'autres choses. Il y a le SMIC, il y a le RSA, il y a des tas de choses. On attend encore des ordonnances. La LODEM est déjà touchée. Le dispositif d'aide fiscale est touché. On n'a rien sur le RSA, sur les aides aux handicapés, tout ça. Il n'y a rien. Là, aujourd'hui, vous avez une stratégie quinquennale présentée par le général Facon, très bien faite. Je veux dire, là, cette stratégie, très bien faite. Si on était dans une grande entreprise comme celle dans laquelle j'ai travaillé avant, effectivement, quand vous lisez, le truc est très bien fait. Mais j'en ai vu à Mayotte, j'ai vu plein de choses comme ça, bien écrites, depuis la stratégie 2025, très bien écrites. Mais derrière, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que l'organisation, pour réellement suivre le projet pas à pas, au jour le jour, en réalité, elle n'existe pas. Et encore une fois, elle est encore au maître de l'EPRD, qui aujourd'hui, dont le chargé de mission interministérielle est le général Facon, et le directeur général vient de je ne sais pas où. Et je connais encore aujourd'hui aucun Mahorais qui est dans le dispositif. Merci beaucoup, Mahmoud Aziari. On va poursuivre cet échange. Le temps qui nous est imparti, il est écoulé, mais on va poursuivre cet échange. Merci beaucoup à vous deux. Vous restez avec nous.